Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. L'Hebdo des marchés, podcast sponsorisé par eToro. Et comme à chaque fois, je suis avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Évidemment, voilà, malheureusement, les marchés ont continué de déraper complètement, que ce soit sur le pétrole notamment, également les marchés boursiers bien sûr, et puis l'or également, les taux de change. Enfin bon, tout est sans dessus-dessous. On va essayer d'y voir plus clair, bien entendu. Donc, on vous propose trois grandes thématiques. Tout d'abord, on va commencer avec la stagflation qui est en train de revenir, hein. Donc, la stagflation, ça veut dire stagnation économique, voire récession, notamment en France, et inflation élevée. Donc, on verra pourquoi et quelles seront les conséquences. Deuxième point, on parlera bien entendu des taux d'intérêt. On a aujourd'hui les réunions de la Banque centrale européenne aujourd'hui et hier, on avait la Réserve fédérale américaine. On avait également aujourd'hui la Banque d'Angleterre. Donc statu quo pour l'instant, mais même certains pourraient craindre une augmentation des taux d'intérêt. Et donc là, que peut-on attendre? On voit également les taux d'intérêt des obligations d'État qui augmentent fortement. Ça, c'est particulièrement dangereux. Donc ce sera le deuxième point. Et puis troisième point, on parlera également avec Antoine notamment des marchés boursiers, de l'or, voilà, l'ensemble des marchés financiers et qu'est-ce qu'on peut attendre évidemment pour les prochains mois. Ça te va, Antoine? Oui, c'est un programme assez chargé, effectivement. Alors, eh bien, c'est vrai que le mot stagflation, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas entendu. Et là, ça revient en flèche, là. Ah oui, en fait, donc la stagflation, la dernière, c'était pendant la guerre en Ukraine. En fait, c'est quoi la stagflation? C'est lorsqu'on a un choc d'offres. Ça veut dire que en temps normal, quand il y a de l'inflation, ça veut dire que tout va bien. Ça veut dire qu'il y a une croissance forte. Donc, on a une inflation par la demande, notamment avec un chômage qui baisse, des salaires qui augmentent. Donc là, cette inflation, on va dire, elle est gérable. La stagflation, par contre, c'est que quand il y a de l'inflation, mais qui n'est pas liée à une bonne tenue de la demande, mais un choc exogène. Un choc pétrolier, par exemple, comme exactement c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, il va générer une augmentation donc, de l'inflation, ce qui n'est pas lié à l'activité économique. Et donc, cette augmentation de l'inflation va casser l'activité économique, casser la consommation. Et donc, ensuite, ça va générer un effondrement global des économies, un chômage qui augmente, des taux d'intérêt qui augmentent. Et donc, ça va alimenter cette situation dramatique, d'autant que les banques centrales ne pourront pas baisser les taux d'intérêt, puisque si elles baissent les taux d'intérêt, ça va générer une aggravation de l'inflation. Donc, on est complètement bloqué. Donc, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Pour s'en sortir, il faudra attendre justement le contre-choc pétrolier. Donc, pour l'instant, voilà, là, je vous ai mis évidemment ce choc pétrolier assez incroyable. Donc, là, c'est les cours de ce matin, hein, 113,7 dollars le baril de Brent. Alors, il faut noter que l'indice américain, on n'a pas encore atteint les 100 dollars, donc on est en dessous des 100 dollars. Donc, il y a un écart énorme entre le pétrole américain et le pétrole de Londres, hein, européen, va-t-on dire, de la mer du Nord. Et donc, tout ça pour dire que l'Europe risque de davantage souffrir encore une fois que les États-Unis, d'autant que les Américains, eux, sont exportateurs nets de pétrole et de gaz. Donc, la hausse des prix du pétrole et du gaz va leur bénéficier. Donc, on voit ici ce graphique assez incroyable. Allez, 57% de hausse depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Si on regarde le graphique suivant, là, on voit l'augmentation sur plus longue période. Rendez-vous compte, depuis la fin d'année 2025, donc en quelques semaines finalement, 87% d'augmentation. Vous voyez, donc là, on est maintenant, donc là, c'était le 16 mars, là, le 19 mars, on est donc à 113 dollars le baril, ce qui veut dire qu'on n'est plus qu'à 12% du sommet du 8 mars 2022, à l'époque du début de la guerre en Ukraine. Donc évidemment, ceci va avoir des conséquences à court terme, on le voit déjà sur les prix à la pompe, mais également sur l'ensemble des produits qui utilisent du pétrole, et puis l'ensemble des matières premières, bien entendu. Je l'ai mis un autre graphique avec le gaz. Là aussi, donc oui, juste un petit point important. Là, on voit les différents chocs pétroliers, hein, historiquement. Donc on voit que pour l'instant, c'est vrai qu'on a une augmentation, je l'évoquais, de 87%. Donc c'est vrai que c'est beaucoup. Et par rapport au choc pétrolier, par exemple, de 2022, il y avait eu 712% de hausse par rapport au plus bas d'avril 2020. En 2007-2008, 145% de hausse. Vous voyez, le Golfe, la première guerre du Golfe, 133% de hausse. Et puis les deux premiers chocs pétroliers, 280% en 73-74 et 202% en 70-79. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça fait peur, on voit ce pétrole qui augmente, mais on n'est pas quand même dans une situation aussi dramatique que lors des précédents chocs pétroliers. Le problème, c'est que ça concerne toutes les matières premières. Donc voilà, effectivement, le gaz, et notamment le gaz européen. Ça, c'est quand même très important de voir que
Là aussi, si on se souvient, pendant la guerre en Ukraine, donc au début de la guerre, on avait une flambée des cours du gaz. On voit ici l'indice ICE, donc ICE, sur les prix du gaz naturel en Europe. Et donc, ça avait fait 8700% de hausse, hein, vous voyez, entre mai 2020 et août 2022. Alors, c'est vrai que bon, mai 2020, on commençait de très bas. Mais tout de même, vous voyez, on était sur des sommets historiques. Là, c'est vrai que ça augmente, hein, 144% de hausse, hein, pour le pétrole européen. C'est beaucoup. Mais bon, c'est pas non plus aussi fort qu'en 2022. Donc, ça va nous faire mal, mais bon, peut-être pas aussi grave qu'en 2022. Alors si par contre, c'est intéressant de voir que le même graphique sur le gaz naturel, mais aux États-Unis, et là c'est complètement fou, regardez bien, eh bien depuis le début de l'année, alors il y avait eu une petite tension au mois de janvier, un petit point sur une ou deux séances avait flambé sur les contrats à terme. Certainement, il y a peut-être des rumeurs justement sur une intervention américaine. Après, ça a baissé. Et là, on voit que par rapport au niveau de début d'année, on est à moins 5% des cours du gaz aux États-Unis. Alors que si tu regardes en 2022, lors de la crise, évidemment, donc avec la Russie et l'Ukraine, ça va augmenter de 551%. Donc tu vois que pour l'instant, la crise du gaz, elle est européenne. Hein. Et donc, pareil sur le pétrole, c'est plus grave en Europe qu'aux États-Unis. Donc, ce qui veut dire qu'on est beaucoup plus en danger. Alors, par contre, le dernier graphique sur les matières premières, ça c'est peut-être le plus important. Et c'est vrai que c'est choquant, pour tout vous dire, j'ai regardé ça ces derniers jours, ce qu'on appelle l'indice CRB. Hein, je le montre Mm. souvent, mais c'est que l'indice CRB, c'est toutes les matières premières confondues. Et là, incroyable. Alors, ça fait 25% de hausse, hein, depuis le début de l'année. Mais regardez bien, on est sur un sommet depuis mai 2011. Alors ça, c'est intéressant parce que, et surtout c'est très dangereux parce que ça veut dire que d'ores et déjà, l'ensemble des matières premières commence à augmenter. Donc ça veut dire que ça va arriver bien sûr sur l'inflation, avec une tension donc bien sûr sur le pétrole, on a vu le gaz, mais toutes les matières premières et donc également les biens alimentaires, etc. Et après, il va y avoir des effets de ce qu'on appelle de second tour. Ça va concerner évidemment tous les secteurs d'activité, même les services, bien entendu, parce que par exemple, les transports, ben voilà, ça utilise du pétrole, donc il y aura une augmentation des cours. Donc on voit bien que l'inflation va se généraliser. Donc, si je regarde sur le slide suivant, donc là justement, en plus de cela, pour la France et la zone euro, il y a une baisse des cours de l'euro face au dollar. Et donc, c'est-à-dire que ça augmente, ça alimente l'inflation des produits importés, libellés en dollars, notamment les matières premières. Et donc, ça, va, ça aggrave l'inflation. Donc nous, encore une fois, ça va être pire qu'ailleurs, notamment qu'aux États-Unis, parce que nous, en plus, on a un euro qui baisse. Là, on est autour des 1,14 dollars pour un euro. Donc un euro qui baisse, ça veut dire que, évidemment, eh bien, ça va générer une augmentation de l'inflation importée, donc de l'inflation globale. Donc, je vous ai fait mes prévisions. Alors, évidemment, ça pourrait encore s'aggraver. Hein, le mal est fait. Hein, même si le baril baisse, on l'espère tous demain, il va falloir digérer tout ça. Ça va prendre des mois. Donc, d'ores et déjà, l'inflation en France, vous voyez, dans la plupart des pays occidentaux, elle va dépasser très vite les 3%. Donc, et ça va faire mal en France, notamment parce qu'on est à 1% au mois de février, là, on va monter à 3,2%. Là, c'est pour le mois de décembre, mais avant même ce mois de décembre, on sera déjà à 3,2% d'inflation. Et comme les Français, évidemment, n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat, ça va évidemment casser l'activité économique. Je vous ai également mis ensuite les prévisions justement de croissance que je viendrai de remettre à jour, si vous voulez, mais encore une fois, pour tout vous dire, elles sont optimistes. Parce que si le baril reste au niveau actuel, je pourrais être amené à réviser encore à la baisse mes prévisions. Donc pour l'instant, aux États-Unis, on est à 2%, notamment parce que ils sont exportateurs nets de matières premières, notamment de matières premières énergétiques. Par contre, nous, vous voyez, zone euro 0,7, Allemagne 0,4, France 0,4. Donc on est en quasi-récession. Royaume-Uni 0,7, donc ce qui veut dire que là aussi ce sera très difficile. Même les pays où il y a une forte croissance, par exemple l'Inde, ça ralentit également, la Chine également, 4,5% de croissance, et donc au niveau de la croissance mondiale, on est autour des 2,5%. Donc pour l'instant, c'est pas la Bérésina, mais quand même, ouais, ça ralentit, la croissance mondiale ralentit, et donc ce qui aura évidemment des répercussions pour le chômage notamment, et en particulier en France, où le chômage était déjà en train d'augmenter avant même ce conflit et ce choc pétrolier. Voilà ce qu'on Oui. peut dire donc, Mm. sur le premier point. Oui, Antoine, tu voulais Non, mais ajouter quelque chose? oui, non, bah, c'est la transition pour le second point, puisqu'effectivement, lorsqu'on regarde aussi, donc cette semaine, c'était une semaine de banque centrale, hein, les majeures banques centrales du globe ont tenu leur réunion de politique monétaire, et on voit que justement, alors même s'il y a un statu quo pour l'ensemble des banques centrales, eh bien, on voit que on est quand même sur des projections d'inflation sont bien plus supérieures à ce qu'on a actuellement. Et donc, ça, c'est en ligne aussi avec ce que tu projetais, notamment sur l'inflation et les taux de croissance qui sont en baisse. Et la conséquence, c'est aussi des taux d'intérêt, donc des obligations qui sont en train notamment les taux longs, qui sont en train de vraiment augmenter.
Ah ouais, tout à fait, c'est ça le problème que j'évoquais tout à Mm. l'heure de la stagflation, c'est-à-dire en fait, voilà, on a une stagnation économique, voire une récession, donc en temps normal, eh bien, les banques centrales devraient baisser leur taux d'intérêt, Oui, voire certains demandent même une planche à billets. Je pense pas, parce qu'on a déjà fait, on a vu que ça marchait pas très bien, mais sauf que quand vous baissez les taux d'intérêt, ben, ça fait de l'inflation. Donc Mm. elle ne peut pas baisser les taux d'intérêt. Alors, ce qui serait pire, c'est comme on l'a vu pendant 2008, c'est qu'elle augmente les taux d'intérêt. Oui. Par exemple, en 2008, la C'était Banque centrale Jean-Claude européenne Trichet. Jean-Claude d'intérêt. Trichet qui le faisait. Exactement, ce qui avait Oui. été une catastrophe, parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, cette inflation, elle n'est pas due à la demande. Or, pourquoi il faut augmenter les taux d'intérêt quand il y a de l'inflation? C'est si l'inflation est liée à la demande, donc je monte les taux d'intérêt, ça limite la demande, et donc ça fait baisser l'inflation. Mais là, l'inflation, c'est pas lié à la demande. Donc, monter les taux d'intérêt, ça serait évidemment une Mm. catastrophe. Donc, déjà, le statu quo, c'est un moindre mal. C'est Donc, la moins pire décision finalement. exactement. Et moi, ce qui Mm. m'inquiète, c'est que ben voilà, elles vont être un peu prises à leur propre piège. Quand on va avoir une inflation supérieure à 3%, alors qu'elles ont un objectif d'inflation de 2%, ben, mécaniquement, de par le statut, elles sont obligées d'un petit peu d'agir, quoi. Et donc, c'est ça qui est dangereux. Et c'est surtout pour nous, les Européens, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, l'euro baisse. Donc, si la BCE ne monte pas les taux d'intérêt, eh ben, l'euro va encore baisser, ce qui va alimenter l'inflation importée. Donc, il faut faire très attention. Et d'ailleurs, autre élément important, ça c'est sur la France, on voit que les taux d'intérêt des obligations d'État ont augmenté, ils sont même à 3,7%. Donc là, on voit qu'on est au plus haut depuis novembre 2011. C'est le 24 novembre 2011, à l'époque, on avait 3,7% de taux d'intérêt. Donc là, mais après, on s'est rebaissé un petit peu à 3,60. Là, on revient à 3,70. Et regarde bien ce graphique sur plus longue période. Tu vois qu'après les 3,70, l'autre objectif, c'est 4, voire 4,5%. 4,5. Et oui, parce que là, il n'y a pas que le problème de la guerre, je dirais, au Moyen-Orient. Il y a Mm. le problème qui est lié au fait que nous, on dérape sur les comptes publics. Mm. Donc, si tu veux, même si, grâce à, entre guillemets, grâce, ou plutôt à cause À de cause. l'augmentation des prix du pétrole, eh bien, l'État augmente les recettes supplémentaires sur les prix à la pompe, hein, mais Mm. sauf que à moyen terme, ça va casser l'activité économique, donc il y aura moins de recettes fiscales. Donc, ça veut dire qu'on va avoir encore plus de déficit. Et là, voilà pourquoi, depuis des années, je dis, il faut arrêter de faire n'importe quoi, hein, je le dis à nos dirigeants, bien sûr, sur le déficit public, parce que, voilà, eh bien, comme même quand tu as de la croissance, quand ça va pas trop mal au niveau mondial, on fait quand même des déficits. Et bien, Mm. quand ça va mal, comme aujourd'hui, on n'a pas de marge de manœuvre pour relancer la machine. Cette impuissance est très dangereuse. Je ne sais pas si tu as vu aujourd'hui, l'Italie a annoncé qu'elle allait justement réduire l'impôt, les taxes sur l'essence, alors Ouais. que nous, on ne le fait pas, parce que, évidemment, on n'a pas les moyens de le faire. Il faudrait baisser. On peut pas se le permettre, Et malheureusement. voilà. On Mm. pourrait se le permettre, mais il faudrait baisser les dépenses publiques. Et Oui, comme on n'a voilà. pas le courage de le faire, Tout à donc là, fait. la France, malheureusement, on est complètement à la ramasse, mais ça ne tombe pas du ciel, hein. Ce n'est que les conséquences des erreurs qu'on a faites. Et tu vois que, je pense, et ça c'est dramatique, on pourrait monter à plus de 4% sur le taux 10 ans français. Donc avec bien sûr ensuite des impacts en cascade sur l'ensemble des secteurs d'activité. Alors tu vois que là aussi, c'est vrai que les taux d'intérêt augmentent partout, mais si tu vois, avec l'Allemagne, le spread qui avait bien baissé justement après le budget, et là on remonte à 70 points de base sur l'écart de taux avec l'Allemagne. Tu vois, donc il y a bien un problème France. D'autant que, bon, on ne parle pas de politique, bien sûr, mais on a vu les municipales. On voit quand même en France, on voit qu'il y a des risques, Mm. je dirais, sociaux, sociétaux. Enfin, c'est quand même très dangereux ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. Et on ne veut pas le voir, mais c'est peut-être plus dangereux que ce qui se passe au Moyen-Orient à moyen terme. Donc, soyons quand même très, très prudents, parce que là, on est la France. Et comme on n'a pas de marge de manœuvre, tu vois ici les chiffres du déficit public, on va atteindre au moins cette année 6% de déficit public, ce qui veut dire une dette publique qui va monter à 120, voire 122% du PIB. Hein, je vous rappelle, le graphique suivant, on le voit, Oui. hein, cette dette publique qui explose. Donc, je vais montrer ce graphique, on aura la semaine prochaine les chiffres du quatrième trimestre, donc on en parlera dans 15 jours. Tu vois que, évidemment, là, on est bientôt à 4 000 milliards d'euros de dette publique, hein, en 2027, du moins, hein, ou plus tard. Et parallèlement, le danger, c'est que ben, il n'y a pas de croissance. C'est-à-dire que sur le graphique suivant, on le voit, je vous l'ai déjà montré, mais c'est important de voir que plus, effectivement, la dette publique, moins il y a de croissance, donc ça ne marche pas. Et en plus, ça c'est très important, 55,1% de notre dette est détenue par des non-résidents. Et donc, si demain ils ont peur de l'avenir de la France, ils peuvent se dire, bon, bah, écoutez les gars, on vous aime bien, mais là, non, on ne peut pas acheter votre dette. Et tu vois que sur le graphique suivant, on voit qu'on a une augmentation de cette part, hein. Dans les années encore 2022, il y avait 48,5% même de notre dette qui était détenue par des non-résidents. Là, on est à plus de 55%, et ça va peut-être encore augmenter. Donc là, si les non-résidents s'en vont,
on n'achète pas notre dette, eh bien évidemment, ça va générer une nouvelle augmentation des taux d'intérêt. Et alors, on a un petit problème supplémentaire, sur le slide suivant, je vous l'ai mis, c'est que, voilà, vous savez que ce qu'on appelle la maturité moyenne de la dette publique française, c'est 8 ans et demi, hein, pour faire simple à peu près. C'est les chiffres de l'Agence France Trésor, hein, ce ne sont pas mes chiffres, c'est tout à fait officiel, hein, bien entendu. Donc le problème c'est quoi? C'est que 8 ans et demi en arrière, ça veut dire que c'était à peu près en 2018, sauf qu'à l'époque, les taux d'intérêt étaient à moins de 1% sur la dette publique, sur le taux 10 ans. Là, on est à 3,6, 3,7. Donc tu te rends compte, tu vas remplacer une dette donc sur laquelle on payait 1% par une dette sur laquelle on va payer 3,7. Donc là, ça va évidemment faire exploser les compteurs, donc ça va casser l'activité économique, mais également ça va alourdir la charge d'intérêt de la dette. C'est ce que je montre sur le slide suivant, où je vous rappelle, ça c'est les chiffres officiels, évidemment, avant ce qui se passe aujourd'hui, avant ce conflit, avant l'augmentation des taux, et on devait avoir une charge d'intérêt de la dette, tu vois, d'environ 70 milliards d'euros cette année, bientôt 100 milliards, selon Bercy, hein, selon les chiffres officiels de Bercy, ce qui veut dire que ça va être encore pire que cela. Donc ça va, pour rappeler à tous ceux qui nous disent maintenant la dette publique ça ne coûte rien, voilà ce que ça nous coûte. Rends-toi compte, bientôt on va devoir payer chaque année 100 milliards d'euros juste pour la charge d'intérêt de la dette. 100 milliards d'euros jetés par les fenêtres. Et tu vois que sur 15 ans, c'est un total de 1000 milliards d'euros jetés par les fenêtres juste pour les intérêts de la dette. Donc voilà dans quel état catastrophique les dirigeants français ont mis la France. Donc voilà, c'est très inquiétant. Et donc, bon, scénario catastrophe, bien sûr. Enfin, c'est pas catastrophe, c'est logique. C'est que quand on a cette stagflation, donc c'est des récessions, chômage élevé, donc la BCE ne peut pas agir, pareil pour l'État français, donc nouvelle crise de la dette publique, et derrière, tu as le risque de nouvelle crise de la zone euro, et donc évidemment, votre épargne est en danger. Donc, il faudra la protéger. C'est pourquoi, évidemment, on va certainement vous aider, notamment Antoine, bien entendu, Mm. pour savoir ce qu'il faut faire. Mais c'est sûr que, voilà malheureusement, et encore une fois, évidemment, on va dire oui, tout ça, c'est à cause du conflit au Moyen-Orient. Comme on disait, oui, tout ce qui va mal en France, c'est à cause du conflit en Ukraine, etc. Non, le problème, c'est que voilà, normalement, on doit avoir les moyens de redémarrer, de relancer la machine. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on a fait n'importe quoi pendant des années et que nous payons aujourd'hui, malheureusement, eh ben, la facture, hein, de ces erreurs dramatiques. Et ce n'est pas faute de l'avoir dit en ce qui me concerne. Donc voilà. Oui. Euh, j'ai de la peine, mais c'est vrai que j'ai la satisfaction de l'avoir dit à tous les ministres, les présidents, premiers ministres, et malheureusement, ils ne m'ont pas écouté. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais gardons l'optimisme, gardons l'espoir. Je pense qu'à partir de 2027-2028, ça ira mieux. Mais 2026, je pense que malheureusement, je ne vais pas vous faire peur, hein, ce n'est pas mon but, mais je pense qu'on va connaître en France la crise économique et financière, voire sociale, la plus grave depuis 2008-2009. Voilà, c'est déjà, ça a déjà commencé malheureusement. Et à l'arrière, en 2009, on a pu relancer la machine. Et là, on n'a pas les moyens de relancer la machine. Donc voilà, je suis triste, je suis désolé, je dois vous dire la vérité. Mais bon, ne n'oublions pas, les crises sont toujours des phases d'opportunité. Donc il y aura des moyens de pouvoir redémarrer par le haut, je le dis, pour 2027 et 2028. Oui, on verra ça. Effectivement, c'est sûr que c'est pas faute d'avoir prévenu, ça c'est clair. Et maintenant, on va se pencher dans cette dernière partie sur les marchés financiers. C'est vrai que la semaine dernière, on en parlait, les marchés tenaient plutôt bien, notamment les marchés américains. C'était ceux qui tenaient le mieux depuis le début du conflit. Mais là, on voit que ça commence à se replier un petit peu partout et sur toutes les classes d'actifs. Alors déjà, on va commencer par le CAC 40, hein, le marché français. On voit que depuis donc le début du conflit et depuis les anciens sommets historiques, hein, qui dataient de fin février, eh bien le CAC perd 10%. Donc on est actuellement là, donc on enregistre un jeudi 19 mars. On est aux alentours des 7 800 points. Donc on teste d'ailleurs les anciens plus bas, hein, qui datent il y a une dizaine de 7-8 jours. Et maintenant, à voir si ce niveau tient. Parce que si ce niveau des 7 800 commence à rompre, eh bien, le niveau suivant, c'est 7 500 points, niveau qu'on avait vu en août dernier. Donc voilà, alors c'est pas encore catastrophique parce que le CAC était en belle hausse depuis le début de l'année, depuis le début de l'année. Donc là, on est en baisse de à peu près 4% depuis le début de l'année. Donc c'est pas encore la bérésina, j'ai envie de dire, sur le marché français. Mais attention toutefois, évidemment, ce qu'on va suivre, évidemment, c'est la durée du conflit, hein, savoir quand est-ce que
cette guerre qui est en cours va se terminer. Donc, à mon avis, quand ça se terminera, on aura quand même une bouffée d'oxygène sur les indices. Et aussi les taux longs, hein, t'en parlais juste précédemment, c'est-à-dire que si les taux continuent d'augmenter, eh bien, ça va être compliqué quand même pour les indices de se remettre à rebondir durablement parce que évidemment, on regarde très très attentivement ces taux, la courbe des taux, notamment pour les marchés actions. Alors, j'ai mis le palmarès des sociétés françaises depuis le début de l'année. Donc, vous voyez la dernière colonne, hein, c'est les performances depuis le 1er janvier. Et vous voyez que, eh bien, on va retrouver, donc bon, Stellantis, c'est la plus forte baisse, moins 40% depuis le début de l'année. On va retrouver donc euh, secteur auto avec Stellantis, Renault, hein, qui perd 22%. Je vous ai souligné en jaune le secteur du luxe, hein, qui vraiment pâtit également de la situation actuelle. On a vu qu'il y avait une accélération, hein, à la baisse depuis le début du mois de mars. Donc LVMH, Kering, Hermès, hein, Hermès considéré quand même comme une valeur refuge, entre guillemets, dans le monde du luxe, donc qui baisse un peu moins que les autres, mais on voit quand même qu'on a une baisse de 16%. On va retrouver les banques aussi, hein, Société Générale, Crédit Agricole, qui baisse de quasiment 8%. Évidemment, après, on a Accor, bon, tout ce qui est lié au tourisme, etc., qui perd aussi, hein, des performances négatives à deux chiffres. Mais du côté des hausses, on a quand même aussi des belles hausses. Alors, évidemment, celle qui en profite le plus et que c'est la plus forte hausse depuis le début de l'année, c'est Total Energy, puisque évidemment, Total Energy profite de la remontée, hein, des cours du brut, hein. Donc, effectivement, cette remontée, cette flambée, hein, des cours du pétrole profite quand même à certaines sociétés de la cote. Et puis, on va retrouver des valeurs défensives type Orange, Engie, aussi qui progresse bien. On a la valeur de défense, Thales. Voilà, donc on voit que quand même, on a des valeurs, hein, qui sont encore dans le vert depuis le début de l'année. Donc c'est pas, tout n'est pas à jeter, évidemment, mais effectivement, les arbitrages sont plutôt vers valeurs de défense pétrolière et défensive. Voilà. Maintenant, pour terminer, eh ben, je voulais vous parler de l'or et de l'argent, hein. C'est vrai qu'on en parle quasi à chaque fois avec Marc. Et effectivement, là, depuis 2 jours, on a une accélération assez prononcée sur l'or qui perd 12% en 6 séances. Alors, il n'y a pas eu de nouvelles particulières, hein, qui expliquent cette chute. En revanche, c'est vrai qu'on reste sur quand même, alors, on en parlait la dernière fois, sur 7 mois consécutifs de hausse, 7 mois consécutifs de hausse sur l'or, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc, forcément, on a aussi une prise de bénéfice sur le métal doré. Effectivement, l'or progressait de concert avec les actions. Et là, dès que les actions baissent, eh bien, on a une baisse de l'or aussi. Donc, on n'a pas le statut valeur refuge qu'on peut trouver habituellement sur l'or. Eh bien là, on ne le retrouve pas actuellement. Et donc, on a cette chute, mais qui peut s'expliquer aussi justement par la prise de bénéfices. Et bah, l'argent, bah, c'est à peu près deux fois plus fort comme mouvement, puisque l'argent perd 25% en 6 séances, hein. C'est pas des petites baisses, hein, donc c'est quand même considérable. On revient notamment sur la baisse, enfin le niveau, hein, des 66 dollars pour une once d'argent. Donc c'est aussi un niveau intéressant, hein. C'est un niveau qui avait permis un rebond il y a quelques semaines. On va voir si ça tient. Mais toujours est-il que, effectivement, après la très très forte hausse, hein, de 2025, eh bien, on a donc justement ce repli, mais qui est somme toute logique, hein, j'ai envie de dire. On dit les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Eh bien, effectivement, à un moment donné, il y a un retour à la réalité, je dirais, pour ces deux actifs. Oui, tout à fait. Bah, surtout, bon, on voit bien que l'or, qui avait flambé. Nous, on avait Mm. un objectif de 5000 $ long. Oui, Ça, bon, on l'a explosé à 5400, 5500. Moi, c'était ouais. logique que ça baisse un petit peu. Moi, je pense qu'au Mm. contraire, on dit quand ça passe sous les 5000, ça devient des signaux d'achat assez Oui. intéressants, notamment pour l'or, parce que là, on a quand même un contexte justement qui est très favorable à l'or. C'est-à-dire que Mm.
l'or monte dans quelle configuration? Quand il y a de l'inflation, quand il y a une récession, quand il y a des marchés boursiers qui baissent. On a exactement, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Mais comme l'or avait beaucoup monté avant, et on voit bien que c'était aussi beaucoup, il y avait pas mal de spéculation, et bien là aujourd'hui, ben, il baisse parce qu'il y a beaucoup de personnes, d'investisseurs, on va dire, qui prennent leurs bénéfices tout simplement, hein. Donc Mm. voilà, et on dénoue des positions, etc. Donc ça va se calmer. Puis après, je pense que ça reprendra quand même son statut de valeur refuge, surtout si l'inflation continue d'augmenter. Et puis d'ailleurs, pour l'instant, c'est vrai que c'est assez surprenant. Il y a la seule valeur refuge, c'est le dollar. Alors que normalement, Ouais. le dollar, il devrait s'effondrer, puisque c'est les États-Unis qui sont concernés. Et on voit que, bon, peut-être ça dure un peu plus que prévu. Mais bon, globalement, ça pourrait inquiéter certains. Ben, finalement, pas du tout. Donc le dollar est cette valeur refuge. Et puis également, là, le franc suisse qui continue de s'apprécier, notamment vis-à-vis de l'euro. Donc c'est vrai que ça fait partie de nos prévisions, hein, notamment sur le dollar et sur le franc suisse, donc tant mieux. Et donc, tu vois, sur l'or, je pense que voilà, c'est des niveaux d'achat qui commencent à être intéressants, mais voilà, c'est le problème. Quand le marché devient spéculatif, hein, ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. On vous avait prévenu, on vous a dit faites attention de ce point de vue-là, qu'il allait avoir une très forte volatilité. Donc la volatilité, elle est exactement là. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la clé, hein, tu l'as dit, ça va être bien entendu les taux d'intérêt des obligations d'État. Et là, ça va continuer d'augmenter. Parce que même si, admettons, on l'espère tous, le conflit s'arrête demain et que voilà, tout se passe bien, que l'Iran est pacifié, etc., et que le baril baisse, c'est très bien. Sauf que on va avoir des effets de second tour qui vont prendre du temps. C'est-à-dire que Mm. l'inflation va continuer d'augmenter au moins jusqu'au mois de décembre Mm. Mm. de cette année. Donc, à chaque fois qu'on va avoir une inflation qui va être plus forte que prévu, tac, ça veut dire que les taux d'intérêt vont augmenter, que les banques centrales pourraient même être incitées à augmenter les taux d'intérêt. Donc, tu vois que les taux longs, d'autant qu'il y a une dette publique qui va aussi encore augmenter, donc les taux longs vont rester élevés, ils vont même Ouais, continuer ouais. d'augmenter. C'est ça Et la clé. d'ailleurs, je ne sais pas si C'est tu as ça vu, la il y a eu clé. pardon, excuse-moi de te couper, les Ouais. chiffres d'inflation hier aux États-Unis sur les prix à la production qui sont sortis au Sur plus haut forte depuis hausse. 13 mois. Donc c'est peut-être le début aussi, voilà, Et de. puis surtout, c'était encore une fois, ça c'était au mois de février. Oui, C'est-à-dire c'était c'était avant avant le début justement le du. conflit. Donc maintenant Tout que à le fait. conflit est là, donc c'est-à-dire Mm. que pour l'instant, on n'a rien vu encore sur l'inflation. Ça va arriver. Mm. On aura déjà les premiers chiffres la semaine prochaine des directeurs d'achat sur le mois de mars, les premières estimations. À mon avis, ça va être costaud. Puis surtout, après, c'est les perspectives d'inflation. Et donc, se dire que ça va durer. Je pense que l'année 2026 va être extrêmement compliquée. On l'avait annoncé, bien sûr, mais bon, on ne savait pas que ça allait être aussi grave, que personne ne pouvait prévoir ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue géopolitique. Il faut juste souhaiter que nous ayons très, très vite le contre-choc pétrolier pour que ça puisse redémarrer en 2027. Voilà tout ce qu'on peut souhaiter. Mais par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la France, ça va être une année extrêmement compliquée parce qu'il y a également des risques de crise politique, de crise sociale, sociétale. Donc là, ça va Mm. être compliqué malheureusement à gérer, d'autant que voilà, on le voit, il y a de l'inflation, il y a le pétrole qui augmente, l'essence qui augmente, etc. Donc on n'est pas à l'abri de mouvements comme les Gilets jaunes qui avaient démarré alors que l'essence était encore moins chère qu'aujourd'hui, hein. Donc tu vois, ça peut aller très très vite. Mm. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, c'est on se dit, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion qui contrôle la France, qui contrôle la zone euro? On voit que malheureusement, d'un point de vue de la politique budgétaire, ils ne peuvent rien faire, ou ils ne veulent rien faire. Pareil sur la BCE, elle ne peut pas faire grand-chose. Voilà, c'est ça qui est dangereux par rapport à 2008-2009, voire 2022, où il y avait encore des marges de manœuvre. Là, on n'a plus de marge de manœuvre, donc c'est ce qui fait que ça va être douloureux à gérer, notamment pour nous, les Européens, et en particulier les Français. Voilà, donc Mm. Bon. on En garde tout quand même cas, l'espoir, ça on va- redémarrera en 2027 et en 2028. voilà, voilà, on va quand même garder l'espoir On sera là pour vous et c'est accompagner, vrai bien que les entendu. marchés quand même restent résilients dans leur ensemble. Donc ça, c'est important. Ben, merci Marc hein, Merci à toi. Et pour donc, les bon, détails. j'espère dans 15 jours avec des bonnes nouvelles. Voilà. Voilà. Merci Allez, de nous avoir suivis et on vous dit à dans 15 jours. à très Salut. bientôt. Bye.